Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. On l'apprenait ce week-end, c'est sans surprise que l'islamiste Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle iranienne au premier tour, succédant de facto à Hassan Rouhani. Une élection aux enjeux importants, on en parlait déjà vendredi, surtout concernant le fragile accord sur le nucléaire iranien, un accord qui inquiète Israël et qui a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions dans le pays. L'occasion ce matin non pas de parler des tractations autour de cet accord qui se poursuivent inlassablement depuis 2015, mais d'un sujet bien plus complexe, la relation entre Téhéran et Jérusalem. Et oui, d'alliés à ennemis jurés, de l'entente à la rupture, les deux nations se font désormais la guerre par pays et groupes interposés. L'occasion de revenir donc sur l'historique de cette relation tumultueuse avec vous, Christophe Darre. Et des relations Iran-Israël passées d'alliances politiques étroites durant l'ère de la dynastie Pahlavi aux hostilités à la suite de la montée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Au-delà de la crise israélo-iranienne, l'histoire des Juifs persans n'a jamais été interrompue en 2500 ans. Aujourd'hui, il existe encore une communauté importante de Juifs en Iran. D'ailleurs, notons qu'en 2005, la plus grande population juive du Moyen-Orient en dehors d'Israël se trouvait en Iran. Et depuis sa fondation en 1948 et jusqu'à la révolution iranienne en 1979, Israël connaît donc des relations cordiales avec l'Iran, alors dirigé par la dynastie Pahlavi, le fameux Shah d'Iran. D'ailleurs, l'Iran fut le deuxième État à majorité musulmane après la Turquie à reconnaître l'État d'Israël, considéré comme son meilleur ami non musulman. Mais malgré cette bonne entente, pendant presque 30 ans, le ton change. En 1975, Téhéran lance les hostilités en votant avec 72 autres pays en faveur de la résolution 3379 de l'ONU qui assimile alors le sionisme au racisme, ce qui n'empêche pas à cette période l'Iran et Israël de continuer à développer des liens étroits en matière militaire. Israël dispose en effet alors d'une importante mission diplomatique et importe de ce pays 40% de ses besoins en pétrole en échange d'armes, de technologies et de produits agricoles. Et on pense aussi à la redoutable SAVAK, la police politique iranienne qui sera créée en 1957 avec l'aide de la CIA américaine puis du Mossad israélien. Parmi les exemples de développement bilatéral, de coopération, on peut citer le projet Fleur, une tentative irano-israélienne de créer un nouveau missile balistique juste avant la révolution islamique de 1979, car c'est véritablement à ce moment-là, en 1979, que l'Iran bascule dans le camp des ennemis déclaré de l'État juif. Et oui, car en 1979, avec l'instauration de la République islamique, l'Iran cesse toute relation officielle avec Israël, qui ne reconnaît pas l'ayatollah Khomeini, déclare Israël ennemi de l'islam. L'ambassade israélienne active à l'époque du Shah est alors transformée en ambassade de la Palestine et d'autres actes suivent. Khomeini déclare que la dernière journée du mois de Ramadan est le jour de Quds, rappelant tous les musulmans du monde à sortir manifester dans les rues contre le sionisme et Israël. Appel qui fonctionne car en 1985, ce sont des millions d'Iraniens qui sortent dans les rues pour crier le règne des Juifs et d'Israël. Enfin, tout cela a lieu alors même que des liens commerciaux informels sont maintenus, relations ambiguës entre les deux pays dans les années 80. Par exemple, lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak, Israël livrera à Téhéran quelques 1500 missiles, une transaction révélée dans le cadre de l'affaire des ventes d'armes américaines à l'Iran, le fameux Iran Gate, visant à obtenir la libération d'otages américains détenus au Liban. Oui, relation ambiguë, car dans le même temps, dès 1980, le djihad islamique, d'inspiration iranienne, devient la première organisation arabe palestinienne islamiste à prendre les armes contre Israël. Parallèlement, dans les années 80, sur les ordres de l'ayatollah Khomeini, des passes-d'Aran, ces fameux agents iraniens au service du guide suprême, sont envoyés au Liban. Ils servent à former de nouvelles milices chiites contre les troupes israéliennes, la raison pour laquelle Israël envahit le Liban en 1982. Et au même moment, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la nouvelle République islamique d'Iran, aide à la création d'un autre groupe terroriste très important, le Hezbollah, mouvement chiite qui s'implante dans le sud du Liban et qui décide de mener, lui, une lutte armée contre Israël. Créé à Téhéran avec l'appui de 500 gardiens de la révolution islamique, le Hezbollah est à l'origine de plusieurs attentats terroristes contre des intérêts israéliens. En Argentine, avec l'attentat de l'ambassade israélienne à Buenos Aires en 1992 qui fera 29 morts et l'attentat à la voiture piégée de Lamia qui fera 85 morts en 1994 et enfin l'attentat suicide de Bourgas en 2012. 7 victimes dont 5 touristes israéliens.
Après la mort de Khomeini, c'est Ali Khamenei qui est ensuite élu guide suprême en 1989, ce qui n'arrange rien aux relations entre Israël et Téhéran. En 2009, Ali Khamenei qualifie même Israël de tumeur cancéreuse qui doit être supprimée et il réitère d'ailleurs ses propos à la fin de l'année 2013. Et en 2015, Khamenei prédit qu'Israël n'existera plus dans 25 ans. Plus récemment, l'an dernier, le 22 mai 2020, Ali Khamenei affirme que la lutte pour la Palestine est un devoir islamique. Au fil des années, on a cru voir un changement de ton, surtout émanant des présidents iraniens, notamment lors de l'élection du président dit réformateur Mohamed Khatami en 1997, qui tentera d'expliquer, lui, la différence qu'il faisait entre l'idée politique du sionisme et la population juive. Mais cela, en fait, ne convainc personne. Et l'Iran assiste à l'élection d'un véritable extrémiste, j'ai nommé Mahmoud Ahmadinejad. Oui, l'ancien président iranien, prédécesseur de Hassan Rouhani, qui déclare en 2005 qu'Israël doit tout simplement être rayé de la carte. Il va même jusqu'à qualifier la Shoah de mythe et participe à un concours de caricature négationniste. D'ailleurs, sur cette même année 2005, l'Iran reprend ses activités d'enrichissement d'uranium. En fait, les activités militaires de l'Iran se sont décuplées aussi avec l'arrivée de la République islamique. Ainsi, dès 1998, l'Iran affirme avoir testé pour la première fois le missile sol-air Shahab 3 d'une portée de 1300 km et donc capable pour la première fois d'atteindre Israël. Dans le même temps, depuis des années, des centaines de missiles et de munitions sont livrés en secret aux terroristes palestiniens. Toute la région est devenue, Christophe, une vraie poudrière aux dépens de l'existence d'Israël. Et tout s'accélère en particulier lors de la guerre civile de Syrie en 2011. Si au début, Israël reste à l'écart du conflit qui fait rage, l'État juif ne peut rester passif face à l'intervention militaire dès 2013 du Hezbollah et de son parrain iranien en soutien au régime de Bachar el-Assad. Selon un rapport publié en février 2010, le Hezbollah aurait reçu 400 millions de dollars de l'Iran. Depuis donc 8 ans, l'armée israélienne mène régulièrement des frappes ciblées sur des bases militaires du Hezbollah en Syrie, plus ou moins officiellement. Et d'ailleurs, selon Mahmoud Abbas lui-même, le Hamas a été créé et est toujours financé par l'Iran. Il prétend être financé par des dons, mais ceux-ci ne représenteraient rien par rapport aux aides de l'Iran. Enfin, en plus de la libre circulation de ces armes, missiles et munitions non contrôlées, les activités nucléaires de Téhéran se renforcent malgré les mises en garde de l'État juif. Et c'est ainsi qu'en juillet 2015, face à l'inquiétude de la communauté internationale, l'Iran conclut un accord censé encadrer son programme nucléaire en échange de non-sanctions commerciales. Ce qui ne plaît pas du tout à Israël, qui n'est d'abord pas lié par cet accord, mais surtout parce que l'Iran est régulièrement mis en cause pour non-respect de ses engagements nucléaires, multipliant par 3 ses stocks d'uranium et refusant l'inspection de plusieurs sites suspects. Il faudra attendre l'arrivée de Donald Trump en mai 2018 pour que les États se retirent de cet accord et le retour de sanctions économiques. Pour une fois, Israël semble moins seul. Et oui, l'Amérique qui se retire donc en mai 2018. Et en novembre 2017, l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque également la coopération fructueuse et secrète de l'État d'Israël avec des pays arabes. C'est le coup de théâtre en septembre 2020 pour l'Iran avec les accords d'Abraham qui lient donc les alliés de l'Arabie Saoudite à Israël contre l'Iran. Et à la même période, 27 novembre 2020, c'est un scientifique iranien de haut rang travaillant dans le nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, qui est assassiné dans des circonstances troubles. 5 autres scientifiques iraniens travaillant sur le programme nucléaire ont été assassinés en 13 ans dans des circonstances similaires. Et depuis peu, les affrontements se déroulent en mer. Ainsi, le 1er mars 2021, Israël accuse l'Iran d'être à l'origine d'une explosion sur un navire israélien dans le golfe d'Oman. Des accusations démenties par Téhéran. Et puis le 6 avril dernier encore, un navire iranien croisant en mer Rouge est alors endommagé par une explosion d'origine indéterminée. Quelques jours plus tard, le 12 avril 2021, Téhéran accuse Israël d'avoir saboté la veille son usine d'enrichissement d'uranium de Natanz et promet de se venger et d'intensifier ses activités atomiques. 24 heures plus tard, l'Iran annonce qu'il va commencer à enrichir de l'uranium à 60%. De leur côté, des médias israéliens rapportent qu'un bateau israélien était la cible d'une attaque près des côtes émiraties au large de l'Iran. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce dossier spécial Israël-Iran dont on aura l'occasion de reparler sur Radio J, dossier important alors qu'Ebrahim Raisi, nouveau président iranien, est confronté à des enjeux importants et on en parlera d'ailleurs à 7h45 avec notre invité, le géopolitologue israélien Meir Masri.